Il existe des bâtiments célèbres dans le monde qui cachent des secrets. Ceux-ci ne sont pas protégés par des gardes ni dissimulés derrière des serrures solides. Parfois, ils se trouvent juste derrière un mur, sous le plancher, ou dans un endroit que les gens traversent tous les jours sans même s'en rendre compte. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Ceci est l'un des exemples. Numéro 5, le Tagong Bam Shelter à l'intérieur du pont de Brooklyn. En 2006, des ouvriers inspectaient simplement le pont. C'était censé être une vérification normale. Mais pendant qu'ils examinaient à l'intérieur du pont, ils ont ouvert une porte. En entrant, ils ont découvert une pièce où personne n'était entré depuis près de 50 ans. Elle était entièrement équipée. Des couvertures étaient dans une boîte avec de l'eau et des médicaments. Rien ne paraissait vieux ou abîmé, tout semblait fraîchement préparé. Des centaines de milliers de biscuits d'urgence étaient soigneusement rangés et réputés encore comestibles. Tous les objets étaient bien rangés et avaient leur propre emplacement. Rien n'était simplement entassé, tout était organisé avec soin. Il n'y avait aucun doute sur leur utilité. Les objets à l'intérieur datent de 1957 à 1962, à l'époque de la guerre froide, lorsque le monde craignait une possible guerre nucléaire. En d'autres termes, cette pièce a été construite comme abri en cas de grande catastrophe, mais après avoir été préparée et fermée, elle n'a plus jamais été revisitée. De nombreuses années ont passé, la guerre froide s'est terminée et peu à peu la pièce a été oubliée. À l'extérieur, la vie a simplement continué. Des milliers de personnes passent chaque jour sur le pont de Brooklyn, marchant, voyageant, prenant des photos. Mais ils ne savent pas qu'il y a une pièce cachée à l'intérieur. Une pièce remplie de nourriture et de fournitures, prête pour une guerre qui n'a jamais eu lieu. Si on y pense, ce n'est pas seulement une simple cachette. Cela montre combien la peur des gens était forte à l'époque. Ils stockaient nourriture, eau et fournitures sans savoir quand ils en auraient l'un besoin. Et au fil du temps, cette peur a peu à peu disparu. Mais la pièce est restée, silencieuse, cachée, et presque personne ne la connaît. La plupart des gens à l'époque savaient où se trouvait l'abri le plus proche. Mais la différence avec l'abri du pont de Brooklyn, c'est que personne ne savait qu'il était là. Apparemment, le public ne le savait pas. La plupart des responsables non plus, et il semble même que d'autres inspecteurs qui sont passés plusieurs fois par là ne le savaient pas non plus. L'intérieur même du pont est vaste et ressemble à une grotte faite de pierre avec de hauts plafonds. Il a été construit dans les années 1870, donc s'il y a une pièce cachée à l'intérieur du mur, elle passerait vraiment inaperçue. De plus, le pont de Brooklyn est l'un des ponts les plus célèbres au monde. Chaque jour, plus de 100 000 véhicules le traversent. Des personnes y passent. Mais malgré cela, ils ne savent pas qu'il y a un abri caché à l'intérieur. Jusqu'à présent, il est toujours là, fermé et non ouvert au public. Numéro 4, le sous-sol de Benjamin Franklin à Londres. En décembre 1997, des ouvriers rénovaient une vieille maison près de Trafalgar Square. Pendant qu'ils travaillaient dans le sous-sol, ils ont vu quelque chose d'étrange. Un os de fémur humain dépassait du sol. À cause de cela, ils ont appelé la police. Ce n'est pas quelque chose de normal à voir, et ce n'est pas non plus une petite affaire. En creusant davantage l'endroit, ils ont découvert encore plus d'ossements. Cela a atteint plus de 200 fragments provenant d'au moins 15 personnes dont plusieurs enfants, mais ce qu'ils ont découvert était encore plus étrange. On peut voir que les os ont été utilisés pour des études. Certains crânes ont des trous et certains os ont été découpés. Ce n'est pas l'œuvre d'un criminel, c'est l'œuvre d'un scientifique. Et cette maison se trouve au 36 de Craven Street. L'ancienne résidence de Benjamin Franklin, qui y a vécu pendant 17 ans, de 1757 à 1775. Cela fait partie des aspects les plus étranges de l'histoire de la médecine. Le fils du propriétaire de la maison, Polly Stevenson, a épousé un jeune médecin nommé William Hewson. C'était un excellent scientifique, admiré même par Benjamin Franklin. William Hewson étudiait le fonctionnement du sang et l'intérieur du corps humain. Mais pour pouvoir le montrer et l'enseigner, il avait besoin de vrais corps humains. C'est là que le problème est survenu. Au XVIIIe siècle à Londres, il était presque interdit de disséquer des corps pour les étudier. Cela n'était autorisé que pour les criminels condamnés, et il y avait très peu de corps disponibles. Alors il a créé sa propre petite école dans le sous-sol de sa maison. Malgré cela, il avait toujours besoin de corps. Il est donc probable qu'il ait obtenu des cadavres auprès de pilleurs de tombes ou par d'autres moyens illégaux. Après avoir utilisé les corps, il ne pouvait pas simplement les jeter.
Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enterré les restes sous le jardin de la maison. De plus, il y a de fortes chances que Benjamin Franklin le savait. Il est très connu pour son soutien à la science. Il est donc difficile d'imaginer qu'il ne savait pas ce qui se passait dans sa propre résidence. Les os retrouvés portent des marques évidentes d'études. Il y a des crânes percés et des os soigneusement découpés. Et il y a même des traces de mercure. Un produit chimique utilisé par Hewson dans ses expériences. Cela signifie que ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Cela a été fait pendant longtemps comme une étude sérieuse du corps humain. Ce n'est pas juste une simple expérience, c'était planifié et répété plusieurs fois. Mais malgré cela, tout s'est arrêté. William Hewson est mort en 1774 à cause d'une infection contractée pendant son travail. En 1775, Benjamin Franklin est reparti en Amérique. Après cela, l'endroit a été laissé à l'abandon, il n'a pas été rouvert et il a été oublié pendant longtemps. Les propriétaires de la maison ont changé plusieurs fois, mais personne ne savait ce qu'il y avait sous terre. Jusqu'en 1997, lorsqu'un ouvrier qui creusait a frappé un os. C'est seulement à ce moment-là que le secret a été révélé à nouveau. Et maintenant, certains de ces ossements peuvent être vus au musée du 36, rue Craven, derrière une vitre, comme un rappel silencieux d'un secret longtemps enfoui, ce qui était enterré. À première vue, la maison semble tout à fait normale, rien d'inhabituel dans son apparence. Mais en dessous, il se passe quelque chose que les autres ignorent. Un endroit utilisé pour l'étude, mais qui ne pouvait pas être montré à tout le monde. Et avec le temps, il a simplement été recouvert de terre et oublié. Jusqu'à ce qu'une simple excavation le redécouvre à nouveau. L'homme sur le billet de $100 Benjamin Franklin a vécu pendant près de 20 ans dans une maison qui cachait un secret en dessous. En surface, ce n'était qu'une maison ordinaire. Rien d'inhabituel dans son apparence. Mais il se passait autre chose, et la plupart des gens ne le savaient même pas. Il y avait une école d'anatomie qui étudiait discrètement le corps humain en utilisant des méthodes que les autres ne devaient pas découvrir. Les preuves étaient simplement cachées dans le jardin, sous terre, tout ce temps. Numéro 3. La plateforme secrète à New York. Sous l'un des hôtels les plus célèbres du monde, le Waldorf Astoria à New York, il existe un passage ferroviaire secret que presque personne ne connaît. Cet hôtel a accueilli de nombreux présidents des États-Unis depuis l'époque d'Herbert Hoover. Mais il y a un secret en dessous. Il y a une voie ferrée privée reliée à Grand Central Terminal. Un train peut y arriver sans être vu par le public. Il y a même un ascenseur assez grand pour transporter une voiture. Pourtant, il n'a pas été conçu pour des passagers ordinaires. Il a été fait pour des VIP, des personnes qui voulaient arriver sans être vues. Le plus célèbre à l'avoir utilisé est Franklin D. Roosevelt. À l'âge de 39 ans, il a contracté la polio et n'a plus pu marcher. Mais à cette époque, il n'était pas courant de montrer une telle condition en public. Il a donc fait de son mieux pour la cacher. Il n'existe presque aucune photo de lui en fauteuil roulant, et à l'époque, les journalistes évitaient volontairement de le prendre en photo dans cette situation. À cause de cela, un stationnement spécial était nécessaire pour qu'il ne soit pas vu par les gens. Ce n'était pas facile à faire. Il fallait beaucoup de personnes, et tout le monde devait rester discret. Au moindre faux pas, d'autres pouvaient l'apprendre. Lorsqu'il se rendait à New York, il n'utilisait pas la station habituelle. À la place, laisse son train passer par un passage secret en dessous. C'est là que sa voiture était sortie du train. Et de là, il entrait directement dans l'hôtel, sans que personne ne le voie. En d'autres termes, tout un système a été mis en place, juste pour cacher un secret. Ce n'est pas un simple passage, cela a été bien réfléchi. Il y a le bon moment, il y a des mouvements précis, pour que personne ne voie quoi que ce soit. Et jusqu'à aujourd'hui, ce passage existe toujours. Silencieux, caché, et presque personne ne le connaît. Franklin D. Roosevelt et sa voiture entraient ensemble dans le grand ascenseur en dessous. De là, il montait directement jusqu'au garage du Waldorf Astoria. À sa sortie, il passait par une porte privée, aidé par ses accompagnateurs. Ensuite, il prenait l'ascenseur jusqu'à sa chambre. Tout cela se passait sous terre, en silence, hors de la vue du public. Pendant ce temps, à la surface, la ville continuait de fonctionner normalement. Les gens ne savaient non pas qu'une des personnes les plus puissantes du monde arrivait. Cependant, ce n'était pas une simple entrée. Beaucoup d'efforts étaient en fait pour cacher son état. Il avait eu la polio en 1921, et depuis ce temps-là, il n'a plus jamais pu marcher seul. Mais malgré cela, il est devenu président à 4 reprises. C'est le plus grand nombre dans l'histoire des États-Unis.
Il a dirigé le pays pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, et pendant qu'il faisait cela, il a maintenu l'image d'une personne forte et en bonne santé. À l'époque, il y avait même un accord avec les journalistes pour ne pas le photographier lorsqu'il était aidé ou en fauteuil roulant. Sur des milliers de ces photos, on le voit rarement en fauteuil roulant. En plus de cela, même le secret service des États-Unis aidait à bloquer les caméras. Même les visiteurs étrangers étaient prévenus de ne pas réagir. Chacun de ses gestes, la façon dont il se levait, tenait quelque chose ou saluait, tout était planifié pour qu'il ait l'air normal. Et pendant que tout cela se passait, le passage secret souterrain existe encore aujourd'hui. Il fait toujours partie du réseau ferroviaire de la Metro North Railroad. D'autres personnalités célèbres l'ont aussi utilisé par la suite. Il peut également servir de passage d'urgence pour les dirigeants. Lorsqu'il y a une réunion importante en ville, en d'autres termes, ce n'est pas simplement un endroit secret. C'est tout un système conçu pour cacher ce que l'on ne veut pas montrer au public. Depuis l'arrivée du train jusqu'à l'entrée dans l'hôtel, tout se passe de manière ordonnée et discrète. Personne ne voit rien, personne ne remarque quoi que ce soit. Tout semble normal, mais il se passe quelque chose que la plupart des gens ignorent. Chaque jour, des milliers de personnes passent devant le Waldorf Astoria. Ils lèvent les yeux vers l'un des plus célèbres. Mais ils ne savent pas que s'ils regardaient en bas, il y a un passage secret de train en dessous. Un endroit qui a été utilisé pour permettre à Franklin D. Roosevelt, le dirigeant qui a guidé l'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, d'entrer discrètement. Numéro 2, le lac souterrain de Paris. Sous l'un des opéras les plus célèbres du monde, le Palais Garnier, il y a un lac secret. Ce n'est pas seulement un élément de design, ce n'est pas non plus une simple inondation. C'est un véritable réservoir d'eau. Profond, sombre et silencieux. Il se trouve à quelques mètres sous la Seine. Les pompiers de Paris l'utilisent de même pour s'entraîner au sauvetage sous l'eau, surtout dans des endroits sombres. En plus de cela, on dit qu'un gros poisson y vit, entretenu par le personnel. Et plus surprenant encore, si l'eau était retirée, tout le bâtiment au-dessus bougerait. En d'autres termes, cette eau est essentielle pour que l'opéra reste solide. C'est aussi de là qu'est devenue l'idée du fantôme de l'opéra. Écrit par Gaston Leroux en 1910. Mais malgré cela, le lac n'est pas une invention, il existe vraiment. Tout a commencé en 1861 lorsque Charles Garnier a commencé la construction du bâtiment. Pendant qu'ils creusaient, ils ont découvert de l'eau souterraine qu'ils n'arrivaient pas à éliminer. Même en utilisant des machines pour l'enlever, l'eau revenait sans cesse. Alors, au lieu de l'éliminer, ils ont trouvé un moyen de l'utiliser. Ils ont construit quelque chose de solide. C'est un réservoir d'eau sous le bâtiment pour contrôler la pression et maintenir toute la structure solide. En d'autres termes, le problème est devenu la solution. À cause de cela, il y a un lac caché sous le palais Chougarnier. Silencieux, sombre et essentiel pour tout le bâtiment. Il n'a pas été créé pour être original. Il a été construit parce que c'était nécessaire. Mais parce qu'il est en dessous, cela reste un mystère pour beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là, silencieux et caché. Gaston Leroux a dit au début de son livre qu'il y avait une base réelle à l'histoire. Le fantôme n'est pas réel en tant qu'être humain. Mais le lac sous le palais Garnier est réel. De plus, l'intérieur du bâtiment ressemble à un labyrinthe. Il y a de nombreux passages et des chemins cachés que la plupart des gens ne connaissent pas. Au fil du temps, des histoires ont émergé, certaines inexplicables. C'est pourquoi cela a paru encore plus étrange. Des événements inhabituels s'y sont aussi produits. Une danseuse a vu son costume brûler, un machiniste a été retrouvé mort. Mais on ne sait pas d'où venait la corde. Il y avait un homme mystérieux qui réservait toujours le même siège chaque soir, mais personne ne savait qui il était. En 1896, un grand lustre est tombé pendant un spectacle. Une femme est morte à cause de cela. C'est aussi là que la scène de l'histoire a été inspirée, et on disait que c'était l'œuvre du fantôme. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un siège là-bas qu'on appelle la loge du fantôme. On ne laisse pas n'importe qui l'utiliser. C'est comme si cela faisait partie de l'histoire du lieu. Mais malgré cela, personne n'a le droit d'aller au lac en dessous. Même le personnel n'y a pas librement accès. Il n'est utilisé que par les pompiers pour l'entraînement. Et lorsqu'ils ont essayé une fois de retirer l'eau, ils ont remarqué que le bâtiment bougeait. Alors ils ont tout de suite remis l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté silencieux en dessous. On dit qu'un gros poisson tourne dans l'ombre dessous, tandis qu'au-dessus, les spectacles continuent. Le secret numéro 1 est la chambre cachée de Michel-Ange. En 1975, quelque chose a été remarqué dans la chapelle des Médicis. Alors qu'ils cherchaient un moyen d'organiser les visiteurs, ils ont remarqué quelque chose d'étrange derrière une armoire.
C'est là que la recherche d'une chambre secrète longtemps cachée a commencé. Ils ont déplacé l'armoire et ont découvert une trappe. En l'ouvrant, ils ont vu un escalier étroit menant vers une pièce en bas. La pièce était fermée depuis longtemps. Déjà en 1955, elle avait servi de stockage de charbon. Elle faisait environ 10 mètres de long, était étroite et avait un plafond bas. Ensuite, ils ont enlevé l'épaisse couche de plâtre sur les murs. Lentement, pour ne pas abîmer ce qu'il y avait en dessous. C'est là qu'ils ont découvert la vérité. Sous l'épaisse paroi, des dessins couvraient tout le mur. Ils ne comprirent pas immédiatement. D'abord, ils pensaient à de simples traces laissées par ceux ayant utilisé la pièce. Mais à mesure qu'ils enlevaient la surface, les dessins devenaient plus visibles. Ce n'étaient pas de simples traits, il y avait une intention derrière. On pouvait voir des détails dignes d'un grand artiste. Et c'est là que le soupçon a commencé à naître. Ce n'était pas l'œuvre de n'importe qui. Il est possible que ce soit l'œuvre même de la personne qui s'est cachée dans la chambre. Un artiste qui, même sans toile, sans lumière et sans liberté, continuait à créer. Dans cet espace limité, il a utilisé le mur à la place du papier. Et au lieu d'arrêter ce qu'il faisait, il l'a rempli encore plus d'idées. Ce n'était pas pour le montrer tout de suite, ni pour ne pas le perdre. Car dans ce genre de situation, le vrai caractère d'une personne ressort encore plus. Et dans son cas, il est clair que même au milieu du danger, il n'a jamais abandonné son âme d'artiste. Il y a des dessins de corps humains dans différentes poses. Dans la petite chambre, il a accompli beaucoup de choses. Même s'il se cachait, il continuait ce qu'il faisait. Il a utilisé du charbon et, en second, de la craie. Le travail est propre et soigné. On voit bien que c'est l'œuvre d'un excellent artiste. Le directeur a tout de suite remarqué ce que c'était. Cela n'avait pas été vu depuis près de 445 ans, et il y a de grandes chances que ce soit Michel-Ange qui l'ait fait. C'est là que l'histoire a commencé. En 1529, Michel-Ange travaillait encore sur la chapelle Médicis. Il a conçu le bâtiment et le tombeau de la famille Médicis. Mais quelque chose s'est passé. En 1527, il a rejoint l'opposition contre la famille Médicis. Ils ont alors été chassés de la ville de Florence. Il a même aidé à défendre la ville contre les soldats dirigés par le pape Clément VII, qui était aussi un membre des Médicis. Mais leur groupe n'a pas tenu longtemps. En 1530, les Médicis sont revenus au pouvoir. Ils ont publié un ordre d'exécution contre ceux qui s'étaient opposés à eux. Michel-Ange figurait sur la liste. Il ne pouvait pas s'échapper facilement. Il a donc été caché sous l'église même où il travaillait, dans une petite pièce secrète sous l'église, qu'il avait lui-même aménagée. C'est là qu'il s'est caché en attendant de savoir s'il serait pardonné. Il s'est caché là pendant presque 2 mois, de juin jusqu'en octobre de cette année-là. La pièce était petite et il y avait une petite fenêtre qui laissait entrer un peu de lumière de l'extérieur. Pendant qu'il se cachait, il avait du charbon et de la craie avec lui. Et c'est là qu'il a rempli tous les murs de dessins. Quand on les a vus en 1975, on a remarqué que les dessins ressemblaient à ceux de Michel-Ange. Il y avait des pieds et des corps qui ressemblaient aux statues de la chapelle Médicis à l'étage. Il y avait aussi des poses similaires à celles de la chapelle Sixtine. Il y avait aussi des idées venant d'anciennes statues qui l'ont inspiré. On peut aussi voir de grands dessins de figures humaines. Même si la pièce est petite, on dirait qu'il dessinait pour une grande église, pas pour une chambre cachée. Il y a des parties du corps dessinées en détail comme les mains, les pieds et le visage. Il y a un dessin particulier, le visage est de profil mais regarde toujours vers l'avant. C'est une technique connue dans ses œuvres. Même si le plafond est bas, il dessinait librement. On dirait qu'il n'était pas limité par l'espace. Jusqu'à présent, les experts étudient encore les dessins. Certains disent que tout a été fait par Michel-Ange. D'autres croient qu'il n'a réalisé que certaines œuvres. Mais il est clair que le style, les matériaux et les détails sont de forts indices qu'il a réalisé la majorité des œuvres. Selon ceux qui l'ont vu, on ressent quelque chose de différent en entrant dans la pièce. L'intérieur est silencieux et le temps semble s'arrêter. Pendant que tes yeux s'habituent à la faible lumière, tu commences peu à peu à voir la quantité de dessins autour de toi. On dirait que les dessins sur les murs ont différentes couches. Mais ce qui est le plus spécial ici, ce n'est pas seulement qu'il a fait, mais comment cela a été fait. Michel-Ange n'était pas simplement un jeune artiste à l'époque. En 1530, il était déjà l'artiste le plus célèbre d'Europe. C'est lui qui a réalisé le plafond de la chapelle Sixtine. Il a également réalisé des œuvres célèbres comme le David et la Pietà. Il avait déjà de nombreux projets commandés par des rois et des papes. Mais malgré tout cela, il s'est caché dans une petite pièce sombre, une simple chambre sous la chapelle Médicis qu'il avait lui-même conçue.
Après sa libération, la pièce a été fermée. Elle a servi de réserve de charbon de bois jusqu'en 1955. Ensuite, elle a de nouveau été fermée et oubliée. Une armoire a même été placée sur la trappe, la rendant encore moins visible. De nombreuses années ont passé. En 1975, la pièce a été redécouverte. Et pendant près de 400 ans, elle était restée cachée sans que personne ne sache à quel point elle était importante. Aujourd'hui, elle est ouverte au public. Mais seules quelques personnes peuvent y entrer. 4 personnes maximum par session. La visite est très brève. Un intervalle entre chaque visiteur protège aussi les dessins de la lumière. Seules quelques personnes sont autorisées à entrer chaque semaine. La pièce reste dans l'obscurité lorsqu'il n'y a personne. Il faut aussi réserver à l'avance pour pouvoir entrer. Mais selon ceux qui l'ont déjà vue, l'expérience est vraiment unique. Une petite pièce sombre, remplie de dessins. Tout a été fait par une seule personne qui se cachait pour sauver sa vie. Et jusqu'à aujourd'hui, tout cela est encore là, comme si rien n'avait changé.